Alors, ce n'est pas vraiment un programme que je vais tracer, c'est essayer d'avoir une approche globale de l'écologie et de l'écosocialisme. C'est-à-dire interroger aussi quels sont nos rapports à la nature, quels sont nos rapports par rapport aux problèmes qui vont se poser. Donc sur trois questions, on ne pourra pas parler de tout. La question du réchauffement climatique, d'une part. La deuxième question, c'est notre conception de la nature. Est-ce que la nature, c'est une mécanique dont on peut changer des pièces comme ça, comme vous avez une bagnole, vous l'embrayage qui pète, vous changez l'embrayage. Et puis, troisième question, c'est les revendications écologiques, comment elles s'articulent avec les questions de vivre ensemble de la société, de nos revendications, des droits des travailleurs, et ainsi de suite. Donc pour la question du réchauffement climatique, j'aimerais faire un long exposé là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Simplement pour dire qu'on vit dans un équilibre qui est un équilibre fragile au niveau du climat et qui pourrait être très déstabilisé, je vais expliquer comment, assez facilement. Tout simplement pour rappeler que quand il y avait 4 degrés de moins sur Terre, il y avait des glaciers jusqu'à Lyon. Et quand il y avait 4 degrés de plus, il y avait des insectes grands comme ça, et il y avait des animaux qui ne nous ressemblaient pas du tout. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y a plus de vie sur Terre, mais ça veut dire que l'homme ne s'est pas n'a pas trouvé sa place sur Terre, dans des conditions climatiques telles que, enfin en tout cas notre civilisation, telles qu'on peut les imaginer s'il y a le réchauffement climatique. Juste un mot pour dire ce que c'est l'effet de serre. S'il n'y avait pas l'effet de serre, c'est-à-dire le fait que l'atmosphère contienne des gaz qui empêchent le rayonnement de la chaleur, le rayonnement solaire de repartir vers le cosmos, s'il n'y avait pas ces gaz, il ferait moins 18 degrés sur Terre. Voilà. Donc si l'équilibre qu'on a, il est stable, c'est parce qu'il y a des concentrations de gaz carbonique et de divers gaz à effet de serre qui sont ce qu'elles sont. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a des relargages massifs, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de gaz carbonique, de méthane et d'oxyde nitreux dans l'atmosphère qui font que ça chauffe. Alors, la question, c'est pas seulement qu'il risque de faire 0,5 ou 1 ou 2 degrés de plus et qu'on va avoir plus chaud l'été. Ça change beaucoup de choses. Ça change en particulier les zones sur la Terre qui sont habitables, celles qui ne sont pas habitables. Par exemple, si la mer monte, il y a à peu près 500 millions de personnes qui vivent à un niveau tel que si la mer montait de 1 mètre, les terres seraient inhabitables. Non pas qu'il y aurait de l'eau partout, mais parce que la terre serait salée, par exemple, l'agriculture ne serait plus possible, il n'y aurait plus de sources d'eau potable, et ainsi de suite. 500 millions de personnes qui sont, pour beaucoup d'entre eux, je ne parle pas des villes, je parle que des zones agricoles, et c'est les productions agricoles qui sont comme ça. Voilà. Donc il faudrait 1 mètre, c'est à peu près sûr, on les aura. Pratiquement, enfin, en 2050, si on continue comme ça, en 2100, je veux dire, ce sera. Mais ce que je veux montrer en plus, c'est les effets d'emballement et les risques qu'il peut y avoir. Alors je vais prendre 3 exemples. Il y a une quinzaine d'années, on pensait que la banquise du pôle Nord fondrait en 2050 et qu'en 2050, à la vitesse où ça allait, les bateaux pourraient passer pendant l'été au pôle Nord. On est en 2017, c'est déjà le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la chaleur du soleil sur la glace, ça se reflète, ça repart à l'air. Quand la glace fond et que ça tombe dans l'eau, l'eau est sombre et ça absorbe la chaleur. Donc plus ça chauffe, plus ça chauffe. L'eau chauffe, ça fait fondre la glace, qui elle-même libère plus d'espace et qui fait que ça fond encore plus vite. Donc c'est le phénomène non linéaire qui fait que ce qu'on attendait du réchauffement climatique, c'est-à-dire la fin de la glace en 2050, ça arrive en 2017. Le même phénomène, il arrive avec les glaciers. On s'attendait, il y a 15 ou 20 ans, à ce que les glaciers fondent. On avait établi des modèles comme ça, le GIEC, les experts sur le climat. Effectivement, les glaciers y fondent. Et quand les glaciers y fondent, il y a des rivières souterraines qui se forment sous les glaciers, qui sapent la base des glaciers, et qui fait que les glaciers vont 4 à 10 fois plus vite vers la mer que ce qui était prévu. Et donc, il y a des icebergs immenses qui se forment, et les glaciers se disloquent à très grande vitesse dans tout l'hémisphère nord. Alors, pour donner des chiffres, parce qu'il faut en donner, si la totalité, et ce qui est à peu près engagé, c'est le processus qui est engagé, peut-être pas dans 100 ans, mais dans 4 ou 500 ans,
Si la totalité de la glace de l'hémisphère nord fondait, le niveau de la mer monterait de 7 mètres. Ça veut dire que toutes les villes côtières, New York, Shanghai, Rio et bien d'autres, seraient inhabitables. Donc voilà en gros le processus qui est engagé. Tout ça parce que les mécanismes qui sont en cours ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que plus ça chauffe, plus ça chauffe. Voilà. Autre mécanisme, et ça c'est le plus dangereux et le plus inquiétant, c'est que dans les régions arctiques, il y a des grandes étendues à peu près grandes comme, c'est à peu près grand comme toute l'Europe de l'Ouest. C'est des surfaces gelées, des grandes plaines, où ça dégèle pendant l'été, il y a de l'herbe qui pousse, des lichens, ça gèle pendant l'hiver, et toute cette matière organique s'accumule dans le sol sur des mètres ou des dizaines de mètres d'épaisseur. Quand ça dégèle, ça fermente et ça libère du méthane. Et on voit déjà le phénomène apparaître, où dans les régions arctiques, il y a des lacs qui bouillonnent comme une casserole d'eau qui bout. C'est du méthane qui est relargué dans l'air. Donc le méthane, il est 14 fois plus puissant que le gaz carbonique pour chauffer comme gaz à effet de serre. Et c'est des centaines de millions de tonnes de méthane qui sont enfermées dans les sols gelés du pôle Nord. Donc là, on a le phénomène le plus dangereux qui fait que si ce phénomène-là se généralise, on a un réchauffement massif en 1 ou 2 décennies, des choses qu'on n'a probablement jamais vues sur Terre. Voilà. C'est-à-dire que plus ça va chauffer, plus ça va fermenter, plus ça va relâcher de méthane. Alors à titre d'exemple, les températures moyennes cette année des régions arctiques ont été de 6 degrés, supérieures à la moyenne du XXe siècle. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc pour éviter ces effets d'emballement, le GIEC a donné comme limite absolue, la limite du danger, en gros, 2 degrés. Ce n'est pas 2 degrés parce que c'est plus chaud qu'1,5 degré. C'est 2 degrés parce qu'au-delà, on va avoir ces phénomènes non linéaires que j'ai décrits là, qui vont apparaître à un niveau très massif, très général. En particulier la mer qui absorbera moins de gaz carbonique, les forêts qui vont être moins efficaces pour capter le gaz carbonique, les sols gelés du pôle Nord ou les glaciers. Tous ces phénomènes vont s'emballer, on pense, on ne sait pas trop comment. Ni 2 degrés, c'est comme ça, c'est un peu au pif. Mais le GIEC dit 2 degrés, il ne faut pas dépasser. Or, on est sur une pente qui nous mène vers 3 degrés ou 3 degrés et demi dans les situations qu'on a. C'est-à-dire on passe au-delà du seuil de danger. Or, pour arrêter ça, il faudrait arrêter l'extraction des combustibles fossiles. Or, les combustibles fossiles, c'est le pétrole, le gaz, le charbon. Ce n'est pas qu'un problème technique, c'est que si on arrêtait l'extraction des combustibles fossiles, on fout à l'air la première capitalisation boursière du monde. Parce que les entreprises extractives, qui extraient le pétrole et les autres, elles sont capitalisées non seulement sur le matériel qu'elles ont et sur le produit qu'elles font, elles sont aussi capitalisées sur leur possession. C'est-à-dire que la bourse, elle estime en action, en valeur d'action, non seulement le matériel, mais aussi tout le pétrole qui est sous terre. Ça a une valeur. Et ça procède de la spéculation financière internationale, des bénéfices futurs, et les gens ils investissent là-dessus pour avoir des bénéfices futurs. Donc si on arrêtait l'extraction des combustibles fossiles, ça voudrait dire qu'on mettrait en faillite les actionnaires, les banques. Ce serait un cataclysme financier bien plus grand que les faillites bancaires de 2008. Donc on voit bien que l'imbrication entre la question écologique et le capitalisme, parce que pour combattre efficacement l'extractivisme tel qu'il est aujourd'hui, ça ne peut pas se faire dans le cadre de la logique financière actuelle. Voilà. Première question, le réchauffement climatique, les dangers qu'on a et comment les choses se lient avec le capitalisme. Ce n'est pas qu'un problème technique. Deuxième question que je voulais développer, c'est que la nature, ce n'est pas une mécanique. Alors, on a cru que la nature, c'était une mécanique. La conception la plus radicale de ce truc-là, c'est les OGM. On a des plantes, on veut qu'elles aient des propriétés, résistance à telle maladie, résistance à la sécheresse, adaptation. Et hop, on va leur mettre une pièce, on leur met un gène supplémentaire qui va leur permettre d'avoir ces caractéristiques-là. Et le résultat, c'est que ça marche. C'est-à-dire on arrive à obtenir des rendements supérieurs, des comportements attendus de ces... Bon, je ne parle pas des dangers, des risques de dissémination de propriétés qu'on ne voudrait pas, mais ce qu'on est en train de fabriquer,
entre guillemets, c'est un jeu de mots, c'est des plantes hors sol. C'est-à-dire des êtres vivants qui, pour pouvoir fonctionner, ont besoin de tout un environnement chimique, de pesticides, d'engrais et tout. C'est-à-dire des plantes et des animaux, on parle aussi, qui sont déconnectés de leur environnement vivant. Si vous plantez n'importe quel arbre fruitier que vous achetez dans une jardinerie, dans un champ aujourd'hui, si vous n'avez pas les produits chimiques qui vont avec, il va crever. Parce que, pareil pour le blé ne peut pas, le maïs, le riz, n'importe quelle plante, il y a 3 ou 4 variétés de toutes les plantes comestibles aujourd'hui qui sont diffusées dans le monde, pas plus. Donc c'est des variétés qui sont plus adaptées à un environnement local, que vous le mettez quelque part, ça chope des parasites, c'est pas adapté à la terre, ça crève. Donc toutes les plantes qu'on a, et une partie des animaux d'élevage, ont été sélectionnés parallèlement au fait que pour qu'ils puissent vivre, il faut leur apporter des engrais, des pesticides pour les animaux, des vaccins, et ainsi de suite. Donc la conception d'une agriculture qui ne serait pas une espèce de mécanique où on assemble des morceaux, mais qui serait réintégrée dans son environnement, c'est beaucoup plus que le problème du danger des OGM, c'est une conception du vivant où on pourrait développer des plantes, des particuliers, mais aussi des animaux, adaptés à un environnement précis, c'est-à-dire pas toute la même variété dans le monde entier, mais dans chaque localité, dans chaque endroit, dans chaque sol, une variété qui correspond. Voilà, c'est toute l'histoire de l'écologie, c'est des interactions et c'est pas des mécaniques. Bon, je vais raconter des petites anecdotes comme ça, pour montrer que le vivant c'est compliqué. Dans les parcs aux États-Unis, ils se sont rendus compte à plusieurs parcs qu'il y avait une extinction massive des cerfs, il y a de moins en moins de cerfs. Et la première attitude des chercheurs, c'est de ne pas comprendre le phénomène. Pourquoi pourquoi les cerfs, il y en a moins qu'avant? Et il n'y avait pas plus de maladies, il n'y avait pas plus de prédateurs, il y avait moins de cerfs. Et on s'est aperçu que les ours avaient changé de comportement. Ils s'étaient mis à manger les jeunes cerfs. Et pourquoi les ours ont changé de comportement? Parce qu'il n'y avait plus de poissons dans les rivières pour nourrir les ours. Et donc, vous allez me dire, il n'y a pas de rapport entre les poissons et les cerfs. Les cerfs ne mangent pas des poissons. Mais quand les poissons ont disparu, les cerfs sont morts. Enfin, il y a moins de cerfs. Voilà. Pour dire à quel point la nature, c'est quelque chose, c'est des interactions complexes et qu'on ne peut pas s'amuser à jouer avec. Voilà. Autre exemple, quand il y avait de la pêche autrefois à Terre-Neuve, les pêcheurs bretons allaient à Terre-Neuve pêcher la morue. Il n'y a plus de morue à Terre-Neuve parce qu'il y a eu de la surpêche. Alors on a dit, on va arrêter de pêcher, et puis il y aura de nouveau de la morue. Bon, il n'y a pas de morue. Alors on a mis des morues, plein, on en a mis des milliers, des millions, on en a mis. Et il n'y a toujours pas de morue à Terre-Neuve. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait de la morue, et il y a plein de poissons qui vivent en colonie qui sont comme ça, il faut qu'il y en ait des milliers, il ne peut pas y en avoir 1 ou 10 ou 100. Parce que les requins, ils mangent. Pour que les requins ne mangent pas les morues, eh bien, il faut qu'il y en ait 50 000 ensemble. S'il n'y en a que 200 ensemble, il n'y en a plus. Voilà. Donc, quand on a enlevé les morues, on ne peut plus en remettre. C'est pas comme une voiture, vous avez une pièce cassée, vous la changez. Non, on ne peut pas. Et bon, les exemples, on pourrait les multiplier à l'infini pour montrer que la nature, on ne peut pas jouer avec, et que sur les questions écologiques, il faut être conservateur, et il ne faut pas être des manipulateurs d'objets, le style, comme disaient les premiers philosophes, les hommes doivent être maîtres et possesseurs de la nature. Alors c'est un peu bizarre comme truc, parce que maître et possesseur de la nature, ça nous situe à l'extérieur. La nature, ce ne serait pas nous, ce serait l'extérieur. Nous, on n'en serait pas, et on va contrôler tout ça. Voilà. On arrive à l'extrême radicalité de ce truc-là, et avec le risque d'un véritable effondrement de la diversité biologique, pas seulement dû au fait qu'il y a des espèces qui ne peuvent plus vivre, mais aussi au fait que quand il y a une espèce qui disparaît, par exemple un insecte qui disparaît, la plante qui va être pollinisée va disparaître, et les herbivores qui mangent cette plante vont disparaître aussi. Et donc des risques d'effondrement de la biodiversité qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc c'est la totalité de notre rapport à la nature qu'il faut interroger, mais ça interroge beaucoup plus vaste que ça, de manière plus vaste que ça. Parce que ce rapport à la nature comme une mécanique et comme des objets interchangeables, c'est aussi les rapports humains qu'il y a dans les entreprises aujourd'hui, où les salariés sont considérés
comme des objets interchangeables, on a des procédures, on met quelqu'un sous les procédures, et puis ça va marcher comme ça. Et ça casse ça fait de la souffrance au travail, ça casse l'efficacité du travail, et ça crée, c'est un des mécanismes de l'exploitation et de l'oppression des travailleurs. Et vous voyez bien qu'il y a une continuité entre considérer les hommes comme des pièces interchangeables, les êtres vivants comme des pièces interchangeables, et c'est un rapport au monde qui est conçu comme ça, par le capitalisme, mais plus largement que ça, depuis les débuts de l'époque moderne, de concevoir l'homme comme un grand manipulateur qui va contrôler tout, et le monde comme un truc calculable avec des formules mathématiques. Bon, troisième partie, je voudrais m'étendre là-dessus, mais je n'ai pas l'occasion. Troisième partie, sur l'écologie et la société. J'ai parlé du réchauffement climatique. Le GIEC dit fait l'estimation suivante: en 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde. En 2050, dans les conditions du GIEC, c'est-à-dire que si les mesures de réduction des gaz à effet de serre sont adoptées, si on se contient dans les 2 degrés en un siècle, c'est-à-dire, en gros, si on continue, si on limite la trajectoire catastrophique dans laquelle on est, 250 millions de réfugiés. Alors vous avez vu ce que ça fait quand il y a 5 millions de réfugiés syriens. Et c'est une situation qui, de toute façon, on l'aura. Et on sait que quand les gens risquent leur vie, ils traversent la mer avec des barques, ils passent à travers les barbelés pour passer les frontières, et ils vivent dans des conditions misérables, mais ils se déplacent, ils sauvent leur vie. Et donc, la question de l'accueil des réfugiés, de leur insertion dans notre société, va être posée. Alors, soit ces réfugiés viendront et ils seront dans des bidonvilles pour chasser, mais ils seront là, soit on les accueille correctement, on construit une société tous ensemble. C'est ça l'enjeu de truc. Et l'écologie, le social, vous voyez bien que c'est imbriqué. Je prends le truc sous l'aspect des délocalisations. Aujourd'hui, les délocalisations des entreprises, c'est la précarité du travail. On dit aux gens, de toute façon, si vous n'acceptez pas une baisse de salaire, il y a des Chinois ou des Tchèques qui travaillent moins cher que vous. Ok. Donc les gens, ils s'écrasent. Bon, et ça crée... et puis, ou alors, ils sont virés parce que l'usine est délocalisée. Les délocalisations, c'est aussi des transports, donc des gaz à effet de serre, parce qu'aujourd'hui, pour qu'un produit... On est n'importe quoi, une bagnole, un produit chimique, avant qu'il ait fini, il a fait 3 fois le tour de la Terre. Hein. Le siège est fait quelque part, la mousse, elle est faite ailleurs, l'alternateur, il est fait encore dans un autre pays. Tout ça, ça circule, c'est assemblé, et puis après, c'est encore revendu encore plus loin. Donc la voiture, qu'elle ait roulé, elle a déjà fait 50 000 km à peu près. Donc les délocalisations, c'est un drame pour les travailleurs, mais c'est aussi un drame pour la nature, pour l'écologie. Et la lutte contre les délocalisations devrait pouvoir mener de pair une lutte pour le droit à un travail stable et à un salaire, et aussi contre les délocalisations qui coûtent des transports, qui sont le moins-disant, non seulement social pour les travailleurs, mais écologique, parce qu'on va dans les pays où il n'y a pas de règles écologiques sur la pollution, qui sont aussi drastiques que dans les pays développés. Donc, voilà. Bon, je prends un autre angle d'attaque, mais on pourra en prendre plein. Les transports gratuits. Les transports gratuits, ça permet d'économiser de la bagnole, ça permet de faire des économies aux gens parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des voitures, puis c'est à condition que ce soit des transports de qualité, et c'est la question écologique. Mais plus loin que ça, la spéculation foncière aujourd'hui dans Lyon fait que le logement est extrêmement cher, les gens vont habiter de plus en plus loin. On rejoint la question des autoroutes. Donc si les gens ils avaient un boulot à côté de chez eux, parce qu'il n'y aurait pas le chômage, et un logement accessible à proximité du boulot, il y aurait moins de transport, il n'y aurait pas de bagnole par famille, comme c'est le cas des fois. Et bon, vous voyez que la question sociale et écologique, là aussi. Maintenant, une petite histoire. Il y a quelques années, ici à Lyon, il y avait l'entreprise qui s'appelait Fagor, où ils faisaient des lave-linges. Et cette entreprise a fermé parce que, bon, ils ont délocalisé en Tchéquie, la main-d'œuvre était moins chère. 400 salariés. Les salariés de cette entreprise, ils ont fait une proposition. Ils ont dit, nous, on propose de garder nos compétences, nos chaînes de production, nos machines,
Et on va faire du remanufacturing. Remanufacturing, c'est récupérer les machines à laver en panne de toute la France, de tout le territoire, par le biais, ça commence à déjà se faire, hein, par les déchetteries, tout ça, les récupérer, les réparer, les remettre en service et les revendre à bon marché. En fait, un lave-linge qui tombe en panne, c'est très peu de choses à réparer. Et donc, c'était un coût réduit, ça permettait de vendre des lave-linges à prix réduit, ça aurait fait plaisir à plein de gens, de sauver l'emploi et de travailler pour l'écologie. Donc ils ont fait ce projet-là, ils ont été voir les élus qui leur disent « Oh c'est super, c'est une super bonne idée, on vous soutient ». Puis après, ils se sont aperçus que pour pouvoir faire ça, il y a le droit de la marque, l'entreprise qui ne voulait pas être concurrencée parce qu'ils ont délocalisé en Tchéquie, c'était pas pour avoir des concurrents qui leur vendaient des machines à laver en France. Donc ils ont mis leur veto, le droit de la marque, et les élus, les écolos compris, et les Verts qui ont plein de bonnes intentions dans leur programme, quand il a fallu s'attaquer au droit de la marque, ils ont dit mais c'est pas légal, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et donc quand on ne combat pas le capitalisme, on ne peut pas faire des machines à laver recyclées, voilà, tout simplement. Bon, la question écologique, on peut la prendre par la question aussi de la réduction du temps de travail. Au lieu de la croissance, si vous réduisez le temps de travail, on nous dit pour résoudre le chômage, il faut de la croissance, d'accord? Nous on dit il faut réduire le temps de travail. Alors 32 heures peut-être, mais moi je pense que si on fait une règle de 3, 6 millions de personnes sans emploi ou en sous-emploi, ça nous ramène plutôt à 25 ou 28 heures de travail, surtout si on veut alléger le travail de tout le monde et supprimer toutes les entreprises inutiles et polluantes, nucléaires, armement et la publicité, quelques autres choses comme ça. Donc réduire le temps de travail au lieu de miser sur la croissance. Et puis je vais terminer par un petit truc de... Je dépasse mon temps, mais je ne vais pas dépasser de plus d'une minute de plus. Un petit peu d'arithmétique. Vous savez tous multiplier par 2. 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, ainsi de suite. Alors je vais vous faire ces petits exercices. Quand vous avez une croissance de 3%, ça veut dire que vous multipliez par 2 la production en 23 ans. Vous voyez, jusqu'ici vous me suivez. Vous multipliez par 4 en 46 ans. Vous multipliez par 16 en 100 ans. Déjà ça commence à faire. Imaginez 16 fois plus de bagnoles dans 100 ans. Voilà, ou 16 fois plus d'autoroutes. Donc déjà on commence à se dire que ça ne marche pas ce truc-là. Mais si vous continuez le calcul en comptant... Alors 3% de croissance, c'est la croissance mondiale aujourd'hui. Hein. 3% de croissance, c'est le taux de croissance d'extraction des énergies fossiles. C'est-à-dire chaque année, il y a 3% de plus qui sont extraites. Hein. Voilà. Alors, si vous continuez l'opération, vous tombez à 256 en 200 ans, vous multipliez par 256 le nombre de bagnoles. Mais si vous allez sur 1000 ans, vous tombez sur le chiffre d'à peu près de 10 000 milliards. Je vous fais grâce des trucs. 2 puissance 43, vous allez voir ce que ça fait, vous prenez une calculette. Donc, si les Romains avaient inventé la croissance, vous voyez, imaginez, il y aurait 3 km d'épaisseur de machine à laver sur la Terre. Bon, voilà, tout ça pour dire que l'idée même de croissance est absurde, et s'il y a des instituteurs dans la salle, je pense que vous devriez faire cet exercice-là aux élèves, ça inspirerait les parents. Donc la croissance, c'est pas la solution, et j'en terminerai là-dessus, le reste ce sera pour le débat.